Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello. Bonjour. Habari za leo. On behalf of ICLEI Africa, the Africa Centre for Cities, Our Future Cities, Surge Africa and the Red Cross Crescent Climate Centre, we are delighted to welcome you to the Rise Africa 2023 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is the third edition of our virtual festival. It brings together insights, practices, and visions from across the continent. This year's theme is The Cities We Want. the cities we want. the cities we want. The cities we want. This mirrors the African Union 2063 Agenda vision, the Africa we want. It is a wonderful Pan-African call for transformative change. However, the agenda does not adequately embrace urbanization as a potential positive force for improving prosperity, inclusivity, and environmental well-being on the continent. We need more emphasis on the role of cities and local action. And this festival aims to provide inputs into this agenda. The cities we have are Expanding, incomplete, inventive, contested, facing impending crisis, yet brimming with potential. The cities we want are people-centered, Safe and healthy. beacons of culture, unflinchingly modern. And adapting to change and leading global innovation. We'll make these cities through Experimenting, learning collaborating, and amplifying the everyday actions of people who are shaping their cities. The festival invites you to embrace different ways of knowing, It invites you to forge new partnerships, Experiment with new concepts and ideas. to seek ways to bridge science, business, policy, and the arts. Together, let's enter this space in the spirit of poetic possibilities. Nous venons tous de diverses cités, et c'est cela vraiment notre diversité, la force formidable de notre continent. Et pourtant, nous marchons encore sur des routes fragiles. Comment construire notre Afrique avec ce terme malhabile, cette allure galvaudée loin des initiatives qui pourraient de nos villes faire une place active? Et que dire? Que dire à présent de notre gestion, de l'eau que l'on gaspille parfois sans concession, des ordures recyclables mais jamais recyclées, de ces paysages admirables mais bien souvent trop gâchés? L'histoire rappelle que c'est l'Afrique qui nous rassemble et que pour la construire, il faut agir ensemble. Moi, je veux une révolution de nos villes. Je les veux plus vertes et je veux de l'accueil des cités merveilleuses. Et puis, bon pied, bon œil, au gré de leurs histoires sur les pas d'une histoire. Car nos villes, c'est l'aventure. Nos villes sont nos miroirs. Pour l'urbanisme intelligent, nos villes nous appellent et nous interpellent pour l'action maintenant. Hello, everybody. Just getting our sound Bonjour right. à tous. Mon nom est Paul et je suis ravie de vous accueillir à la session de ce soir pour faire un debrief de la première journée de l'action. Je suis rejoint par toute une série de collègues qui sont dans la pièce avec moi et nous allons avoir une conversation agréable et informelle sur les sujets qui sont ressortis aujourd'hui et sur les impressions que nous aimerions partager. Donc, je vois ma collègue Fumiola qui est là et Sumbru a une intervention dans ma première session. J'invite également Nazrim et Nassiva à nous rejoindre. Nazrim était aussi dans notre session du matin sur le storytelling et les transitions justes. Et elle a animé aussi notre déjeuner sur le travail qu'elle fait avec TAG sur le fait de répondre à la crise du logement à Cape Town en Afrique du Sud.
Je pense que ce serait bien de pouvoir commencer avec les 3 personnes qui nous ont rejoints live dans les sessions. Quelles sont vos impressions avec ce que vous avez aujourd'hui? Donc, j'ai des questions concernant ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui vous a frappé dans les conversations? Donc, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? Puis nous entendrons parler Nazri. Merci beaucoup, Paul. Bonjour à tous. Donc, nous avons un débrief ce soir. Donc, tout ce qui tourne autour du festival. Dans notre vidéo, nous vous avons invité dans cet espace avec de la compréhension, en venant avec de la joie, avec un esprit de partage. Je pense que c'est un élément où on pouvait répondre. Donc, si les gens étaient intéressés de rejoindre ce festival, nous voulions aussi avoir une réflexion et une compréhension, cette tension. Donc, on pouvait ressentir la tension entre le fait de résoudre le problème entre les villes que nous avons, qui sont très loin d'être parfaites. Donc, les challenges sont là, ils sont évidents, mais ils ne sont pas aussi. Donc, pour être là-dessus, de l'autre côté de villes actuelles, il y a le potentiel de pouvoir transformer ces villes. Donc, j'aime bien l'intervention de Yusunku qui nous a permis de contextualiser correctement quels étaient les défis que nous cherchons à résoudre, des problèmes climatiques aux problèmes de déficit financier, aux problèmes qui tournent autour de la manière dont les gens naviguent. Merci. Donc, de comprendre qui sont les personnes qui vivent dans ces villes. Une des choses qui est ressortie également, c'était de voir les villes Voilà, ça fait longtemps qu'on fait ça, mais on a encore des petits problèmes techniques. Donnez-nous quelques instants. Tous les sons devraient être, tous les micros devraient être désactivés pour que vous puissiez utiliser votre micro. Voilà, la difficulté, c'est quand je m'entends en écho. Est-ce que c'est mieux? Merci. Mais aussi comprendre que les villes ne sont pas faites de l'infrastructure, mais des personnes. Et je pense que Mathieu nous a vraiment expliqué ça très clairement en posant des questions comme la manière dont les personnes au sein des villes naviguent dans ces villes et qui fait ces villes. Et si ces personnes composent la ville, comment est-ce que nous prenons en compte leur capacité d'action dans les villes? Nazrine nous a aussi amené à réfléchir et j'ai trouvé ça très utile sur la manière dont nous communiquons avec les personnes. Ceux d'entre nous qui travaillent dans ce contexte, il y a une certaine manière dont nous communiquons et je trouve que c'est de plus en plus un défi pour ceux qui sont habitués à cette méthode de communication. C'est presque comme de se parler les uns les autres dans nos chambres d'écho. Est-ce que les gens comprennent quand on leur dit quel est le besoin pour l'énergie renouvelable et pourquoi est-ce que nous devons basculer de là où nous sommes à là où nous devons être? Et nous mettons au défi à réfléchir de la manière différente sur ce que nous communiquons. Et je pense que je vais terminer parce que mon introduction doit être très brève avec une autre session que nous avons eue sur les aliments. Et donc, Toloa nous a parlé et ça ramenait tout ce que nous avions dit dans les sessions du matin. Et c'était quel est le coût de l'inaction. Nous comprenons tous que les villes dans lesquelles nous sommes ne sont pas les villes dans lesquelles nous voulons être. Et il y a probablement un espace, mais il y a aussi donc le fait, nous avons essayé de faire ce que nous savons faire et je ne pense pas que les choses vont s'améliorer. Nous ne pensons pas qu'il va y avoir
désir politique, mais regarder un peu quel est le coût de l'inaction et de ne pas choisir d'être très délibéré sur les actions que nous prenons quand nous y réfléchissons dans la manière dont nous naviguons les systèmes alimentaires, quand nous y réfléchissons d'un aspect de perspective alimentaire ou de diversité ou de climat, et les gens qui naviguent cette ville, qui puissent vraiment s'actualiser au sein de ces villes. Quel est le coût de l'inaction là-dedans? Je vais peut-être adresser ceci à Nazrine et répondre. Vous avez soulevé des points très intéressants de cette question. Donc, des questions, donc, est-ce que nous pouvons nous permettre de ne pas agir? Oui, nous ne devons pas nous permettre de ne pas agir parce que nous sommes en train de pas nous permettre de travailler. Donc, ce que je peux dire sur tout ceci, c'est que je me suis dit, j'ai entendu Haspi, je me suis dit, waouh, elle vient très fortement et certains des mots sont des mots très forts avec tellement de réflexions ambitieuses et des plans ambitieux sur donc la santé planétaire et comment nous allons pouvoir inclure des solutions climatiques dans les espaces urbains, mais s'il y a aussi un plan pour la santé planétaire et donc aussi l'intersection avec les problèmes socio-économiques comme la crise sanitaire mondiale qui continue, l'insécurité, l'accès aux ressources de base comme l'eau et l'énergie. Donc, elle a ramené tout ceci ensemble très bien en disant, bon, c'est intéressant et il faut agir. Mais donc, personnellement, ce qui a résonné avec moi, c'était ces sessions que j'ai rejointes pendant le déjeuner sur comment faire les choses parce que je me suis dit que les personnes de notre âge, donc voilà, donc j'ai l'impression que c'est très difficile. C'est beaucoup de parlotte, donc tout le monde essaye de sortir un peu de ce qu'ils veulent en disant, mais vous voulez avoir quelque chose pour vous-même. Et c'est très dur parce que l'économie n'est pas vraiment très bonne pour nous, mais il y a aussi toutes les structures politiques et économiques, mais vous regardez aussi les revenus. Est-ce que les revenus vous offrent les ressources et les opportunités de pouvoir faire ça? Et il y a déjà des problématiques qui tournent autour des capacités et cela touche aussi au rôle des États comme la lenteur ou la bureaucratie. Donc, il y a aussi des inquiétudes qui tournent autour des normes. Il y a donc des organisations, mais ces organisations ne touchent pas des individus c'est voilà, pour les gens qui ont beaucoup d'argent, pour ceux qui sont des propriétaires et qui bâtissent toutes ces infrastructures de manière à ce qu'ils puissent continuer à faire de l'argent. Et ceci amène très fortement à une discussion que j'ai eue la semaine dernière à Nairobi. Donc, il y a beaucoup d'urbanisation en Égypte où ils ont des nouvelles villes qui sont complètement vides, avec des gratte-ciel, avec des milliers d'unités qui sont vides parce que les gens qui possèdent ceci ont déjà 3 ou 4 autres maisons et ces maisons ne sont pas abordables pour des individus qui ont de plus faibles revenus. Donc, j'ai l'impression que ça résonnait avec des personnes qui aimeraient bien y accéder, mais qui ne peuvent pas. Donc, j'ai eu aussi l'idée du travail que vous faites autour de la communauté en testant de l'immobilier qui est abordable parce que nous avons parlé tellement de tout ce qui était matériaux de construction durable, mais tout ceci est cher et ça coûte beaucoup. Donc, des des habitations abordables devraient faire partie de l'agenda. Donc, je me dis que c'est une problématique qui impacte tellement de personnes. C'est aussi quelque chose qui est un peu dans la zone grise quand on regarde toutes les crises qui touchent l'organisation et le développement. Et je me dis que ça a résonné avec moi et avec certaines autres personnes.
Je pense que c'est bien, vous avez touché quelques points ici. Je veux juste clarifier l'organisation. Je pense que vous avez touché quelque chose qui est ce dont Wusungu parlait en disant que 60% de l'environnement dans les villes africaines doit encore être posé. Ce que vous avez nosé. Et on bâtit beaucoup. Donc, il y a toute une série de maisons et qui sont nées dans des… Donc, il y a plus de besoins de maisons pour eux. Donc, la tendance se renforce. Donc, ce n'est pas juste des personnes qui viennent. Donc, je pense que c'est très intéressant de voir pour qui nous bâtissons cet environnement. Donc, j'aimerais vous parler des impressions que j'ai eues à ce stade. Nous avons aussi utilisé ces statistiques de 60% de l'environnement bâti qui doit encore être posé. Et ici, nous parlons de travail générationnel, nous parlons de quelque chose qui va nous prendre 50 à 60 ans. Mais comment est-ce que nous regardons ceci et que nous assurons un suivi? Vous avez ajouté des idées en parlant ce matin de leviers spécifiques pour faire ceci, mais j'ai l'impression que est-ce que c'est juste parce que la conversation prend du temps ou est-ce que nous allons arriver à 58% qui reste à bâtir ou est-ce que nous avons vraiment une tendance de construction massive que nous n'allons pas pouvoir régler? Je suis désolée, j'ai jeté un peu trop de questions pour y répondre. Je vais essayer d'y répondre. Donc, c'est une belle transition sur certains de mes enseignements que j'ai tirés de certaines des sessions auxquelles j'ai participé ce matin. Je pense que une urbanisation rapide est en train de se produire et je suis absolument d'accord avec vous, Paul. Les personnes, qu'elles soient dans le pourcent tout en haut ou dans les 60% tout en bas, vont encore être là. Donc, quelles décisions allons-nous prendre par rapport à la qualité de la vie que nous voulons voir dans ces villes, les choix que nous allons faire en termes d'hébergement? Et quelque chose qui m'a vraiment frappé ce matin, ça a été l'emphase sur les connaissances et la coproduction de connaissances et aussi tout ce qui était l'action participative. Et c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup ressorti dans les conférences de ce midi sur tout ce qui était habitation et surtout sur la gestion des déchets. Donc, je pense que ce qui va être le défi que nous devons relever et ce qui fera la différence dans les 50 ans à venir, c'est la manière dont ces conversations deviennent plus participatives en amenant toutes ces parties prenantes très diverses. Je pense que c'est vraiment important. Je pense que les politiques urbaines dans la région ont été faites d'un point de vue technocratique et je pense que la bascule maintenant, et il y a donc un changement de paradigme en termes des politiques qui sont faites, en termes de l'espace urbain qui reconnaît les acteurs. Dans les vidéos que nous avons vues, il s'agissait d'amplifier les solutions qui se produisent déjà sur le terrain. Et je pense que ce sont les voix des personnes marginalisées qui représentent la majorité des habitants des villes et nous devons les regarder pour s'assurer que nous ne sommes pas en train de bâtir pour les riches et les 1%, mais pour les personnes qui sont les plus impactées et qui se retrouvent autour de la table. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié la présentation faite par notre collègue de TEAG. Donc, c'était très intéressant. C'est une comme organisation et de voir ses capacités d'amener des universitaires et des entreprises ensemble pour réfléchir à des politiques et amener
aussi des universitaires urbains avec des organisations communautaires, avec des personnes qui travaillent directement avec les communautés impactées, qui ont besoin de solutions et la manière d'avancer, trouver des solutions qui sont co-créées, qui répondent aux vrais défis, pas juste ceux qui pensent être les défis. Et je pense que dans la conversation, il y a beaucoup de conversations sur le fait d'impliquer le secteur informel dès le départ. Et je dis même avant ça, nous devons impliquer les communautés pour identifier quels sont les problèmes et puis arriver à concevoir ce que seraient les solutions et puis être impliqué dans la mise en place. Il y a quelqu'un qui a dit, nous avons les politiques de planification urbaine, mais elles ne sont pas mises en place et je ne peux pas le dire plus. Et je pense que cette mise en place aura plus de succès et nous verrons nos villes être plus durables et nous verrons nos villes parvenir à ce à quoi nous aspirons si nous assurons que c'est un processus participatif dès le départ. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Je sais que voilà, j'ai dit peut-être certaines choses, mais j'espère que l'espoir et les opportunités que nous avons sont quelque chose que nous pouvons prendre pour faire les choses différemment, être un exemple pour le reste du monde. Et c'est un peu cette bascule délicate et fragile où nous sommes pour l'instant. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions, Paul. Donc, ça amène toujours beaucoup plus de questions, n'est-ce pas? Je pense que ce que vous avez contextualisé aussi, c'est quelque chose qui a émergé des conversations précédentes concernant les politiques formelles, les plans formels et les processus informels. Et donc, nous faisons face beaucoup à ceci dans ce forum. C'est est-ce que les approches structurelles que nous avons dans nos institutions se réconcilient avec ce qui se passe dans le monde réel? Et est-ce que ces structures sont appropriées pour changer les choses dans le monde réel ou est-ce que c'est inapproprié? Et puis, voilà, vous avez aussi des visions sur ce dont vous parlez qui était de planifier avec des commerçants informels. C'est une façon incroyable de faire du plaidoyer et de tenir la main de toute une série de gouvernements locaux dans ce processus participatif. Et je pense qu'il y avait un petit peu un exemple qui était un peu un clin d'œil du Libéria concernant les organisations de travailleurs informels. Plusieurs officiels des villes ne sont pas trop bons négociateurs, donc nous allons les aider dans ce domaine pour les aider à mieux négocier. Donc, c'est très intéressant de voir ce parcours la main dans la main. Ceci touche beaucoup au travail que vous faites et j'ai posé la question à Vanessa pour savoir si ces exemples et ce travail font bouger le narratif dans ce qui est planifié et non planifié dans votre travail pour soutenir les personnes, pour comprendre ce développement informel et s'il est légitime. Nous sommes vraiment en train d'utiliser ceci pour changer les choses, mais est-ce que vous voyez ce changement et comment est-ce que vous travaillez par rapport à ce changement? On ne vous entend pas de notre côté. Non? On ne vous entend pas? Je ne sais pas s'il y a un bouton pour désactiver le son pour votre ordinateur ou peut-être que c'est le casque. Nous allons faire une pause et puis on va voir si vous pouvez retester le son par la suite. Ça indique que si vous donc n'hésitez pas à poser des questions. Je ne sais pas s'il y a une réaction de la part de nos collègues dans la pièce. Can you hear me now?
Yes. Okay, I think there was a problem with my PC, so luckily my colleague was next to me. Heureusement, mon collègue était près de moi. Donc, j'apprécie tout d'abord la réflexion au cours de la journée parce que j'ai raté certaines des sessions. Nous avons eu donc une production. Je pense qu'à travers la mise en place de ce programme, donc cela, donc il présume de ce que sont les villes et ce qui se passe sur le terrain. Donc, il y a énormément d'écarts. Il y a aussi le secteur de la location à court terme. Donc, il fonctionne donc avec la planification des villes et ceci ne s'aligne pas à ce qui se passe déjà. Donc, il y a des zones pour des résidences secondaires. Maintenant, on voit les gens qui bâtissent ça à échelle et on ne voit pas les choses qui se passent et on voit ce que les gens font et ce qui est permis dans la zone et ce qu'ils font. Nous essayons d'apprendre ces écarts en termes de politique et nous essayons de voir si il peut y avoir d'incitation parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils fournissent une réponse aux besoins en termes d'habitat. Donc, quand nous regardons donc ce qui est réglementaire et voir où ça peut changer, là où ça se produit, parce que les choses ne se passent pas comme nous voulons, les personnes le font avec le bon, donc avec ou sans plan pour bâtir. Une des choses que nous avons appris en tant qu'organisation, c'est que ces personnes n'ont pas d'accès direct à l'information, particulièrement les développeurs. Ils ne comprennent pas les réglementations de zone et peut-être qu'ils nomment un architecte et l'architecte va induire en erreur le promoteur où il va essayer de faire approuver ses plans très rapidement. Et donc, nous remarquons maintenant que les gens essayent de trouver des manières de travailler en dehors de ce qui est la politique. Donc, ce produit, ça continue à se produire et il y a des conséquences inattendues comme les structures et aussi le fait que les gens sont empilés sur les autres, les uns sur les autres et l'impact sur l'infrastructure. Donc, je dis aux municipalités, est-ce que vous pouvez avoir des incitations afin de soutenir et légaliser ou formaliser les personnes qui sont en train de bâtir et de trouver aussi des programmes pour que les municipalités puissent les soutenir en termes d'amélioration des infrastructures et pour avoir aussi des centres de soutien pour l'habitat ou des centres pour la formation et pour soutenir tout le secteur. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Il y a vraiment une déconnexion entre les politiques urbaines, d'urbanisme et ce que les gens font sur le terrain. Mais nous essayons de combler ces lacunes et nous voyons déjà des résultats dans la ville de Cape Town. Il y a un programme dédié au sein de la municipalité. Nous voyons ceci se produire et nous voulons y répondre. Et en tant que TEG, nous amenons la communauté autour de la table afin de trouver les bonnes solutions pour tout le monde. Donc, je ne suis pas certaine si j'ai répondu à votre question et je suis vraiment désolée pour avoir interjecté. Donc, il y aura donc une possibilité pour voir un peu ce qui se passe. Et donc, j'ai pas mal de villes qui sont bâties et c'est un contrepoint à ce qui se passe par rapport à la construction organique et ce qui se passe dans les villes. Donc, essayons de mettre les mains dans le cambouis sur ce qui est ici. Donc, Oumi, vous avez peut-être des réflexions à nous faire. Okay, thank you very much, Paul. And yes, Merci. Merci, Paul. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez d'exposer. Et j'aimerais juste réagir et dire ce que j'ai retenu des différentes sessions aujourd'hui, c'est que je pense que nous voyons un déplacement, un véritable
changement, puisque nous voyons une légitimité croissante. Cela s'écarte du fait de criminaliser auparavant, considérer cette économie informelle comme une économie, comme un secteur en marge. Mais nous voyons maintenant que ces structures informelles, ces mouvements informels gagnent en importance. Puisque nous avons abordé ce thème de ces groupes qui sont peut-être informels, et ils ont besoin non seulement de ne pas être criminalisés, mais aussi d'être considérés comme des communautés à part entière et bien sûr prendre en compte nos villes telles qu'elles existent aujourd'hui, telles qu'elles existent aujourd'hui. Nous revenons à ce point clé. Les villes sont occupées par une population, des personnes. Nous avons besoin consciemment, que ce soit au niveau du gouvernement national, du gouvernement local, de concevoir l'espace de façon holistique. Quels sont les croisements, les intersections, comment se croiser? Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons vu des solutions organiques qui viennent du terrain, sont beaucoup plus pertinentes dans le cadre de notre conférence aujourd'hui par rapport aux approches descendantes. Et c'est pourquoi je propose de revenir sur la composition de nos villes aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire partir des villes que nous avons pour aller vers les villes que nous voulons, que nous méritons, les villes où nous habitons, que nous habitons. Je pense que la clé est vraiment dans la main des personnes, des individus. Les individus doivent dire, voici ce qui fonctionne pour nous, voici ce qui ne fonctionne pas. La population doit pouvoir avoir voix au chapitre. Il doit pouvoir répondre aussi aux solutions que nous proposons en disant oui, c'est une solution pertinente. Nous avons parlé du bien-être psychologique dans les villes aujourd'hui pendant une de nos sessions. La session sur le bien-être psychologique au cœur de la résilience climatique. C'était un sujet tellement pertinent, cela m'a marqué. Dans nos villes, comment favoriser le bien-être? Cela nous ramène à cette question. Comment se sentir légitime, crédible dans nos communautés, dans notre ville, que ce soit un thème prenant en compte les religions, par exemple. Se sentir crédible, se sentir légitime et s'assurer ainsi que nous protégeons la santé mentale des habitants. Nous avons vu maintes exemples qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Alors, est-ce que nous favorisons l'émergence de solutions par le biais de dialogue? Est-ce que nous écoutons les parties prenantes, pas seulement les parties prenantes qui prennent la parole en public habituellement, mais aussi ces personnes que nous n'entendons pas, justement, d'habitude, mais dont les avis seraient certainement assez pertinents. Aussi, il y a eu un moment où nous avons parlé dans cette session des bouleversements. Nous avons parlé du paradigme informel où nous parlons maintenant de santé mentale. Nous parlons d'intersection et intersectionnalité. Nous voyons que nous sommes en transition. Un changement est en train d'avoir lieu, mais comment allons-nous pouvoir naviguer, circuler dans ce nouveau
paradigme, ce changement des mentalités. Donc, nous allons ajouter la santé mentale suite à ces discussions parce que je vois que cela suscite beaucoup de réactions. Alors, est-ce que nous allons prendre en plus de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, de l'urbanisme, de la gestion des espaces verts? Ajoutons la question de la santé mentale. Clairement, c'est un besoin. Est-ce que, pour les personnes qui nous écoutent, y a-t-il des choses qui vous ont frappé puisque nous sommes en train de retirer ces compartiments, cette vue en silo, Lozungu? Qu'est-ce qui a pu vous frapper? Eh bien, moi, j'ai entendu cette question de l'accès à l'information, et je pense un des points les plus importants pour autonomiser et habiliter les habitants des villes. Et j'ai entendu pendant une des sessions, la session sur les récupérateurs, je crois, j'ai entendu les questions des politiques de l'économie circulaire, la prise en compte du secteur informel, et je sais que la question de l'accès revient souvent. L'accès à l'infrastructure, l'accès aux matériaux, les récupérateurs qui ont accès à ces matériaux pour ensuite, eux, revendre et gagner un revenu. Alors, en pensant aux politiques, nous savons que les politiques, les directives peuvent avoir un accès positif et un accès négatif, bien sûr. Nous savons que l'économie circulaire, c'est peut-être un mot à la mode en ce moment. Et les politiques en lien avec l'économie circulaire prennent en compte, je dirais, les avis, les points de vue des personnes qui sont déjà intégrées dans l'économie circulaire. Alors, j'en arrive à cette question. C'est élaboration de politique, c'est élaboration de réglementation. Nous le voyons en Amérique latine, par exemple. Nous avons entendu que les récupérateurs, maintenant, ont ce pouvoir de pouvoir gagner, avoir des droits, pouvoir recevoir une compensation de frais. Nous voyons, ils sont donc organisés, ils ont des structures en place. Sur le continent africain, cela varie. Je sais que les récupérateurs sont plus organisés dans certaines villes que d'autres, et ils cherchent donc également l'accès, que ce soit à la ville ou aux bons intermédiaires, aux bons interlocuteurs, pour s'organiser en coopérative, en association, en organisation. Je dirais qu'il faut, je pense aujourd'hui, reconnaître ce qui se passe déjà sur le terrain et écouter l'importance des partenariats. Parce que nous voyons des parties prenantes qui auparavant travaillaient effectivement chacun de leur côté. Cela rejoint cette question de désiloter. Pour que ces partenariats puissent être beaucoup plus fluides, que les communautés soient représentées. Donc, nous avons besoin effectivement de ces mesures politiques et ensuite d'une application au bon niveau. Voilà, j'ai mentionné les quelques exemples les plus pertinents, je pense, de partenariats que j'ai pu entendre aujourd'hui. Nocive, oui. Bien sûr, des partenariats, c'est important. Je peux dire, je crois que, comme je l'ai dit dans ma présentation auparavant, nous avons besoin de ces liens entre les communautés et les gouvernements. Puisque la question est comment est-ce que le gouvernement va pouvoir intervenir dans cet espace s'il y a un manque de confiance. Alors nous avons dit, peut-être faut-il
que la dynamique parte du terrain pour créer cette confiance, créer ces liens. Et nous avons donc entendu un nombre d'organisations, d'associations qui peuvent mettre cela en place. Au Cap, notamment, nous avons vu, je crois que c'est en 2021, une proposition de mesures publiques, de mesures politiques a été mise en avant, disant oui, nous souhaitons mettre en place une incitation de la part de la ville, parce qu'ils se sont rendus compte que lorsqu'il y a un espace non réglementé, alors souvent il y a une punition si par exemple les personnes n'appliquent pas les plans d'urbanisme. Donc plutôt que de criminaliser, que de punir le manque de prise en compte des plans d'urbanisme, le gouvernement proposait une incitation pour la prise en compte de ces plans d'urbanisme. Donc, il y a eu un projet mis en place pour voir comment est-ce que nous pourrions mettre cette incitation en place qui doit être écouté, et en particulier pour le marché des locations à petite échelle. En 2021, nous avons lancé le projet de recherche assez détaillé pour voir la possibilité de mise en œuvre. Et nous avons vu déjà que cette entreprise est fructueuse, que la question de la santé mentale a émergé comme un des points les plus importants. Nous avons parlé des espaces de vie durables et au contraire, aujourd'hui, nous avons mis en avant les règles mises en avant de la part du gouvernement du Cap pour éviter que les personnes construisent, bâtissent par elles-mêmes sans prendre en compte un plan, sans prendre en compte la question de la densité des zones surpeuplées. Il fallait bien sûr prendre en compte cette question des zones surpeuplées pour les transformer en zones durables. Il faut bien sûr prendre en compte les structures sociales, les espaces publics, les espaces communs, espaces verts si c'est possible. Et donc, le gouvernement souhaitait inciter la population, les personnes, à utiliser ces outils pour mieux bâtir la ville, pour qu'elle soit ainsi plus agréable, plus confortable et pour favoriser un équilibre de santé mentale pour la population. L'idée était que nous, en tant qu'organisation, était donc de réunir les parties prenantes, les personnes les plus pertinentes sur ce sujet. Donc, c'est pourquoi je suis tout à fait d'accord. Les partenariats sont très importants et il faut aussi entendre, comprendre le pouvoir, l'autorité des parties prenantes. Nous savons que le lien, le niveau de confiance, confiance entre le gouvernement et les communautés aujourd'hui n'est pas au niveau requis, mais si le grand public voit la volonté du gouvernement local à favoriser leur bien-être, si nous essayons de créer cette plateforme de collaboration, de co-création, si nous le souhaitons, il faut proposer ces plateformes et vraiment en reconnaissant le rôle de chaque partie prenante et aussi en comprenant ce qui manque. Je pense que ce qui manque, c'est la relation de confiance entre le gouvernement et les communautés. Et c'est notre rôle actuellement. Nous sommes en train de connecter les personnes. Vous savez, ce n'est pas évident de savoir qui doit prendre cette place, qui doit identifier. Donc, le partenariat a créé pour arriver à l'objectif recherché, qui est donc des villes durables. Ah, je pensais que tu allais dire c'est le boulot de qui? C'est notre boulot. Eh bien non, c'est le boulot de tout le monde de créer ces liens, de créer ces connexions, de comprendre qui sont les champions qui cherchent à combler ce manque, à combler cet écart. Ah, nous avons
Naz et ensuite Fumi qui souhaitaient également réagir. Nasrine, oui. Nous avons déjà abordé un grand nombre de sujets, mais puisque nous cherchons à combler l'écart et à créer des partenariats, je souhaitais souligner qu'il faut effectivement créer ces synergies, que ce soit au niveau des secteurs. Par exemple, nous parlons d'adaptation, de résilience, liées par exemple aux questions du climat, du logement. Il faut aussi prendre en compte la dimension du financement public. Et dans ce cas, quel est le lien avec la diplomatie, les mesures publiques? Et donc, il n'y a pas qu'un sujet, il n'y a pas qu'une approche sur un sujet, mais nous avons besoin d'articuler tous ces éléments. Il faut chercher l'intersection. Où est-ce que ces éléments pourront se rejoindre? J'ai entendu dernièrement beaucoup de mouvements poser la question de comment pouvons-nous collaborer? Comment mobiliser? Comment trouver un intérêt commun? Puisque nous ne pouvons pas traiter d'un sujet à part, seul, en silo, nous nous rendons compte que nos problèmes sont tout à fait similaires. Alors voici, cette question met en avant le fait que nous avons besoin de coordonner nos mouvements, que ce soit au niveau régional, en Afrique du Sud. Est-ce que nous collaborons, nous encourageons les mouvements à collaborer en Afrique de l'Ouest? Parce que nous voyons aussi qu'il y a dans certaines régions des forces qui apparaissent. Je dirais qu'en Afrique du Sud, nous voyons un bon niveau d'expertise par rapport aux questions climatiques. Et s'il y a donc une question sur ce sujet dans cette région, nous savons que nous avons le savoir-faire, l'expertise. Et un pays en Afrique de l'Ouest, par exemple, pourrait faire appel à l'Afrique du Sud pour résoudre une problématique sur ce sujet. Nous parlons donc de collaboration, de partenariat. Il faut aussi, pour pouvoir avancer, je pense, aller vers la majorité mondiale. Comprendre quelles sont les similarités entre nous, par exemple, et les communautés en Amérique latine ou les communautés en Asie du Sud. Nous nous rendons compte qu'il y a finalement beaucoup de similitudes. Certains systèmes politiques se ressemblent. Certaines communautés sont déjà allées plus loin vers les résultats par le biais de campagnes, par le biais d'initiatives, d'actions. Alors, ça veut dire qu'ils ont ces forces, ils ont cette expérience. Alors, nous pouvons co-créer avec eux. Nous devrions nous rassembler, échanger. Et nous avons testé cette approche et cela fonctionne. Parce que j'ai l'impression que parfois, nous travaillons sur notre continent en essayant de trouver des initiatives pour l'Afrique. Bien sûr, nous devons le faire, mais nous avons également discuté avec des acteurs en Amérique latine, par exemple dans la région d'Amazonie. Et cela a très bien fonctionné. Cela nous a permis d'avancer, de penser à de nouveaux modèles, de penser aux façons d'engager les communautés locales. Et au final, nous savons qu'il y a ces questions de capitalisme, de colonialisme. Nous avons la même expérience sur ces sujets. Alors, nous avons beaucoup plus de points communs que ce que nous pensons.
Et ensuite, comment approcher ce sujet? Alors, bien sûr, ce qui fonctionne au Nigeria ne va pas forcément fonctionner au Brésil, mais nous pourrons bien sûr nous en inspirer. Donc, nous parlons de systèmes ouverts, de systèmes mondiaux, globaux, mais il faut aussi penser aux questions de justice sociale, bien sûr, de sécurité humaine, de sécurité climatique. Faut-il penser à la santé publique également? Ce sont des sujets proéminents, bien sûr, extrêmement importants à tous les niveaux de nos sociétés. Nous voyons finalement que le processus est sans limite. Le processus de création, le processus d'imagination, où nous pouvons imaginer des solutions, comment nous pouvons nous organiser. Il y a beaucoup d'autres choses que je voulais présenter, que je voulais dire, mais je voulais vraiment mettre en avant le fait que les synergies sont extrêmement importantes pour avancer. Il faut briser les frontières, supprimer les obstacles. Much there, and I just want to touch on one piece, and then I actually want to hand to do a closing round of reflections. Merci, Nasrini. Il y a eu tellement de choses présentées. Merci. Une des pièces du puzzle dont nous n'avons pas beaucoup parlé, je pense, c'est le financement. Comment mobiliser les ressources pour ce travail. Et c'est, je pense, ce sont des éléments de langage que nous devons travailler parce que nous savons qu'il y a des financements disponibles, mais il faut pouvoir les mobiliser. Nous savons qu'il faut savoir parler cette langue auprès des institutions pour obtenir des financements. Ce matin, cela m'a frappé de nouveau, nous avons abordé le type de projets qui peuvent être financés, qui sont facilement financés. Nous savons que souvent, ce sont des grands projets de grande amplitude, de grande ampleur, qui sont de nature technologique, également avec de la technologie impliquée. Mais est-ce qu'ils vont être intéressés par ces organisations ou les récupérateurs? Peut-être un sujet moins propre, je dirais, plus émotionnel, plus émotif. Où le système logistique, la structure n'est pas encore là. Je pense qu'il est plus facile pour qu'une banque puisse affecter une enveloppe, une grosse enveloppe, à un projet déjà bien en route. Mais je pense que ce travail en amont à faire, où il faut organiser les récupérateurs, par exemple, créer la structure pour eux ou les soutenir pendant qu'ils créeront cette structure, je pense que c'est peut-être un projet qui n'est pas suffisamment carré pour le moment. Mais nous voyons des changements avoir lieu. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire. Nous voyons que ce sont des obstacles déjà pour arriver au niveau de services dont nous avons besoin. Je vais donner la parole maintenant à Fumi, Lozongo, Nocive. Nous allons revenir sur les dernières conclusions, la fin de cette journée. Merci, Paul. Oui. Vous avez évoqué ce que je souhaitais déjà dire. Paul a fait allusion déjà. Un des points que je souhaitais aborder, c'est au-delà des partenariats, donc mobiliser les financements, les ressources financières sur le terrain. Ce sera la seule façon d'arriver à mettre en place le changement sur le terrain. Nous pouvons avoir beaucoup de plans et de très beaux projets, mais il nous faut des financements. Et nous savons qu'en pratique, nous entendons
Des obstacles, des barrières sont évoqués qui sont des obstacles à la mise en œuvre de nos initiatives sur le terrain. J'aimerais demander, et cela sera ma conclusion, dans votre expérience, selon votre expérience en pratique, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour dépasser ces barrières, pour obtenir ces partenariats, ces liens qui permettent un véritable changement au niveau local? Lorsque vous travaillez avec les villes, avec les gouvernements locaux, ils veulent quelque chose de concret. Ils nous posent la question: de quoi avez-vous besoin de nous? Quels seront les résultats concrètement? Je vais répondre d'abord, je vais devoir partir ensuite. Je vais parler d'élaborer, développer des relations professionnelles, publiques. Nous parlons de pouvoir dépasser les obstacles. Donc effectivement, nous avons besoin d'avoir le bon niveau de confiance dans cette création de liens, création de partenariats, la prise en compte des différentes parties prenantes. Et puis, nous ne cherchons pas des gains rapides, des succès rapides. Nous commençons là une entreprise sur le long terme. Et peut-être que nous ne verrons que de petits progrès graduellement, étape par étape. Et nous allons peut-être commencer avec des gouvernements locaux, niveau des régions. Nous savons que ces gouvernements locaux ont intérêt à créer ces liens, ces partenariats. Nous entendons l'intérêt au niveau régional des districts pour mettre en œuvre cet agenda. Mais là où le bât blesse, c'est souvent au niveau des ressources. Alors, si nous les approchons pour expliquer ce que nous cherchons à mettre en place en mettant en avant les risques, les bénéfices, et comprendre si la législation doit être mise à jour, nous n'allons pas y aller en force, mais vraiment comprendre le contexte, la situation sur le terrain et entamer une conversation pour créer ce lien, ce rapport de confiance sur le moyen terme, long terme, pour qu'ils puissent ensuite entendre nos arguments. Ils vont se rendre compte du niveau de valeur, de la valeur de ce que nous présentons et ce que nous recommandons. Et nous avons déjà l'expérience, je peux vous le dire, lorsque nous présentons les solutions, les possibilités. Je sais que les gouvernements locaux déjà sont très intéressés, nous demandent: OK, quand est-ce qu'on peut le faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, ils ont cette volonté. Donc, il faut vraiment être engagé et beaucoup travailler à cette création de liens de confiance. Mais il y a aussi ces petits pas, avancer par petits pas est également l'approche à mettre en place en parallèle. Trouver des voies de conservation. Alors que nous travaillons dans le contexte dans lequel nous travaillons, il faut aussi prendre en compte l'évolution réglementaire, l'évolution de la législation. Il faut donc présenter tous ces différents aspects. Il y a de grands efforts à développer, à déployer,
pour engager les parties prenantes. Je sais que ceci a bien fonctionné pour nous déjà. Mais nous savons aussi que ce sont des efforts considérables. C'est le feedback, les commentaires que nous recevons. Merci. Merci Nazrine. Est-ce que je peux passer la parole à Nosibe et puis Lusungu pour terminer? Je vais devoir partir. Donc, Nosibe, vous me laissez juste 1 minute. Je dois vraiment partir et je ne vais pas durer 1 minute parce que je pense que je dois mettre ma casquette ici pour plaider pour le processus d'examen local qui est utile et pour amener tous ces parties prenantes ensemble. Donc, ils reprennent cet outil. Je sais qu'en Afrique du Sud, comme à Cape Town, c'est un exemple. À travers des outils comme ceci, nous pouvons commencer à avoir ces conversations et consolider ces idées, ces opinions diverses au même endroit et utiliser ceci quand nous nous tournons vers les bailleurs de fonds pour trouver des ressources afin de faire en sorte que certaines de ces interventions prennent vie. Donc, c'est une manière de s'aligner, pas juste avec les objectifs mondiaux, mais c'est une manière pour les villes de casser les silos et de prévoir en commun le type de ville et de gouvernement qu'elles veulent voir. ECA soutient toute une série de gouvernements locaux dans la région. Je les rejoindrai en juillet. Donc, si quelqu'un est là et veut du soutien de la part d'ECA, nous avons donc des lignes directrices pour ce processus. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment être en partenariat pour développer les capacités à ce niveau-là. Avec ça, je suis désolée, je dois y aller. C'était un plaisir de rejoindre votre conversation aujourd'hui et j'ai hâte d'avoir les 2 prochains jours du festival. C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup et merci d'avoir fait ce lien vers des processus plus mondiaux. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fouani. À bientôt. Merci beaucoup. Donc, je suis la dernière. Donc, c'est l'importance d'avoir un compact social entre la communauté et le gouvernement parce que ça s'est perdu pour l'instant. Et ce partenariat est formé entre les citoyens et l'État. Ils peuvent se retrouver ensemble pour mobiliser des ressources. Plus important dans cette perspective, parce que nous parlons de gens qui bâtissent les villes, ils doivent avoir accès aux ressources et ce qui manque dans ce secteur, c'est des finances abordables, de bâtir ceci à l'échelle. Donc, parce que ce qui est disponible de manière traditionnelle dans notre pays, ils sont assez sceptiques d'investir dans ce secteur parce que c'est risqué, ce n'est pas réglementé et ces politiques ne parlent pas. Il n'y a pas vraiment de politique pour soutenir ce secteur. Donc, c'est assez risqué pour le secteur privé d'investir, mais il y a d'autres acteurs, mais nous cherchons d'avoir plus de diversité afin d'accéder à des mécanismes de finances abordables. Donc, c'est important que l'impact social soit que les citoyens et le gouvernement travaillent ensemble pour trouver des ressources ensemble et des solutions ensemble. Merci beaucoup. Et si je peux résumer les 3 points qui émergent de ceci, plus particulièrement par rapport au partenariat, c'est d'inclure la confiance dans le processus et de laisser le temps au processus de mûrir, mais aussi de comprendre le rôle que ce compact social joue entre les citoyens et les communautés d'un côté, ainsi que le gouvernement et tous les autres acteurs non étatiques, et en reliant ceci à des processus plus mondiaux et à discuter ceci au-delà de juste ce qui se passe au niveau local. Sur cette note, j'aimerais vraiment remercier tout le monde, Nosibe, Nusinge, et un tout grand merci à Nazrine en son absence, à tout le monde qui a été jusqu'à ce stade avec nous. Nous savons qu'il est assez tard à Cape Town. Il est maintenant 7h05 à Cape Town. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Nous avons hâte de vous voir nous rejoindre pour les sessions demain. Vous avez vu dans le chat
le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Nous espérons que vous puissiez nous rejoindre pour notre session de la matinée et les autres sessions de demain et du jour d'après. Nous avons hâte de vous accueillir et nous avons hâte du débrief en soirée demain. Merci à tous et bonne soirée. Bye. Good night. Thank you.